Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Charlatan. Et aujourd'hui, on en a déjà parlé mais on va développer un petit peu le sujet, on va parler des pickpockets. Oui, on va parler des pickpockets un peu hors du commun. On va parler des pickpockets originaux. Voilà, tout de suite, juste après le générique. Dans la vidéo précédente sur le sujet, on avait parlé un petit peu des techniques basiques utilisées par les pickpockets aujourd'hui dans les gares, les escalators, les aéroports, tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des pickpockets un niveau au-dessus. Que je vous explique. Les pickpockets, pour vous, c'est les gars qui vont vous faire la poche dans le métro. C'est vrai, ça existe, hein, mais il y a une autre catégorie de pickpockets. Il y a des gens qui pickpocketent plus pour le plaisir. Qui n'ont pas forcément besoin d'argent et qui en général choisissent des cibles très fortunées et font plus ça pour le sport, dirons-nous. Ils se regroupent même, mais on en parlera en fin de vidéo de tout ça. On va commencer par un premier exemple assez sympathique. Un voleur de montres qui sévissait au feu rouge de Mexico. Il s'appelait Juan Taravima, si je dis pas de bêtises. En fait, il fonctionnait de manière très simple au feu rouge de Mexico. Il avait volé des tracts dans une société d'assurance et il arrêtait les conducteurs au feu rouge, il s'approchait d'eux en leur proposant un tract, en leur montrant le tract et tout, et en discutant un petit peu avec eux comme ceci. Il leur subtilisait les montres en ayant la main plaquée dessus et en cachant tout ça avec le tract. Tac, il piquait la montre discrètement et les gens s'en rendaient compte, mais en général, une fois que le feu était passé au vert et qu'ils avaient fait quelques centaines de mètres, et Juan s'était sauvé. Ironie de la situation, les tracts qu'il avait volés, c'était des tracts pour des alarmes dans les maisons pour se prémunir du vol. Notre deuxième cas est tout aussi original, si ce n'est plus. C'est un Belge qui s'appelait Claude Van der Merch et qui sévissait à Bruxelles dans les hôtels principalement. Il avait un look un peu atypique avec un chapeau un peu à l'ancienne et les gens le voyaient et disaient une espèce de gentleman au chapeau. Et il avait cette manière bizarre de saluer tout le monde avec son chapeau, en fait en faisant comme ça. Monsieur, madame. Il faisait ça beaucoup dans l'hôtel, y compris dans les ascenseurs de l'hôtel. Malgré le manque de place, donc il se retrouvait un peu acculé. C'était monsieur, si je peux me permettre. Et il volait ça. Ouais, c'était un voleur de lunettes. Alors ça peut paraître bête de voler des lunettes, mais il faisait partie des gens qui font ça pour le sport. Et surtout, il volait une moyenne d'une quinzaine de lunettes par jour. Il dispatchait ça dans les marchés aux puces de Londres et de Paris, et il se faisait à peu près entre 1000 et 3000 euros par semaine. Voilà, en volant des lunettes et en vendant ça sur les marchés aux puces. Comme quoi, hein, voilà. Faut bien les laisser dans la pochette, monsieur, d'accord? Voilà. Oh, d'accord. Parce que sinon on peut se les faire voler assez facilement. Bien. Pickpocket suivant. Ah, notre pickpocket suivant, je l'aime bien aussi. On n'a pas son nom d'ailleurs, on sait juste qu'il se faisait appeler Monsieur Robert. Il pickpocketait sur Paris. Et il avait une méthode hyper rigolote, originale. Il s'habillait assez classe et souvent, sous son manteau, il emportait une serviette. Avant d'aller au restaurant, sa serviette sous la veste, il faisait un petit quelque chose. prenait son téléphone et il appelait les restaurants très prestigieux de Paris.
ceux où la table n'est pas donnée. Il appelait et il disait « Bonjour, je voudrais réserver pour 8 personnes à telle heure, c'est possible ?» Et on a « Non monsieur, nous sommes complets ». À ce moment-là, il entourait le nom du restaurant sur sa liste. Si le restaurant lui disait « Oui, 8 personnes, pas de souci », ou 6, peu importe, mais oui, oui, pas de problème, il rayait le nom du restaurant. Il voulait aller dans des restaurants complets. Il allait au restaurant, il posait sa veste au vestiaire, il entrait, il allait en général aux toilettes, et il enlevait sa veste. Je dis, il s'habillait quand même élégamment. Il enlevait sa veste, il récupérait sa serviette, son torchon, et il le mettait sur son bras. Au moment où les clients payaient leur bonne grosse addition, il passait « Messieurs, je peux récupérer ceci ?» Il prenait le plateau avec l'addition. Et puis il a tellement systématisé le procédé qu'il y est même allé directement avec sa veste sans passer par la case « Je me change ». Il sortait la serviette, hop, il allait récupérer les plateaux comme ça. Les gens ne font pas attention aux gens dans les restaurants. Le serveur, en fait, psychologiquement, c'est un uniforme et on l'identifie par rapport à ça. Essayez, vous allez au resto, essayez juste une demi-heure après de vous dire le serveur il avait telle tête et d'en faire une description précise. Il y a plein de fois où vous n'allez pas forcément vous en rappeler. Surtout sur les lieux où les serveurs ont des uniformes standardisés. Et il jouait beaucoup là-dessus. Et du coup, il récupérait le plateau, il foutait le plateau dans sa veste, il récupérait le pognon. Et en général, il aidait même quand il sortait au vestiaire, il récupérait son manteau et à ce moment-là, il le faisait en même temps que certains clients et il récupérait aussi les portefeuilles. Sous couvert de mettre son manteau et tout, clac, il faisait quelques poches. On n'est plus à ça après. Ouais. Et il se débarrassait du torchon, tranquille. Monsieur Robert. Pickpocket suivant, pickpocket suivante. Alors là, c'est ma préférée. On la surnomme la pleureuse. Elle a sévi à Londres et elle fréquentait beaucoup les cimetières lors d'enterrements de familles très fortunées. C'est important. Elle était souvent habillée en vieille femme, elle était maquillée parce qu'en fait elle avait une vingtaine d'années à tout casser, et elle en paraissait entre 60 et 70. Maquillée, perruque et tout. Et elle pleurait beaucoup. Et puis elle allait voir les gens en mariage, et elle leur serrait la main en disant mes condoléances et tout, et puis vraiment en pleurant, hein. Ah, c'était une personne formidable. La vérité derrière tout ça, c'est qu'elle en profitait pour subtiliser les bagues à ses victimes. Alors la subtilisation des bagues déjà c'est fort, mais attendez de voir un petit peu le procédé utilisé. Je vous ai dit qu'elle avait tendance à se grimer, se maquiller. Sous sa perruque, il y avait un petit réservoir qui faisait couler ici de la glycérine mélangée à de l'huile, qui faisait un produit très gras et qui avait l'apparence de larmes. On avait l'impression qu'elle pleurait beaucoup à l'enterrement et tout. Et puis elle jouait la comédie par-dessus. En essuyant ses larmes, elle s'enduisait les doigts de glycérine, ce qui lui permettait, quand elle serrait les mains comme ça, de graisser doigts et bagues pour les faire glisser plus facilement et sans que les gens s'en rendent compte. Et, en plus de ça, elle portait des mitaines aux mains. Sur la mitaine de sa main gauche, il y avait ici une petite poche qui lui permettait de récupérer les bagues. Tout ceci se faisait, on subtilisait les bagues avec la main droite et on la chargeait sous la mitaine gauche. Mais je trouve le procédé particulièrement ingénieux. Pickpocket suivant, 2. Si c'est celle que je crois, moi c'est celle-là ma préférée. Encore une pickpocket célèbre, effectivement, c'est ta préférée. Déjà parce qu'elle, c'est Barcelone, c'est la capitale du pickpocketisme. Il y a même, alors je sais pas encore aujourd'hui, mais il y a eu des époques où il y avait des écoles secrètes où ils formaient dès le plus jeune âge certains enfants au pickpocketisme, avec notamment ce genre de choses, les mannequins d'entraînement avec les grelots partout, qui font qu'au moindre tirage de portefeuille, ça fait un boucan du diable. Il faut quand même beaucoup de dextérité pour arriver à saisir un portefeuille sans que ça grelotte. Et moi j'ai un peu de bouteille. On remet là, monsieur. Là, voilà. Attention, soyez vigilants parce que... Oui, non, là. C'est facile, il a pas de tête lui. Hein. Alors, notre fameuse pickpocket de Barcelone. Eh bien, elle se maquillait tout en robe en longueur avec beaucoup de voilure, comme une femme endeuillée, et elle se ciblait essentiellement les églises lors des enterrements. Une fois de plus, on préférait faire ça sur des enterrements de familles riches, avec des invités riches.
elle passait pour quelqu'un de très... une personne très pieuse, puisque elle entrait dans l'église en priant, les mains fermement jointes comme ça, et elle marchait en psalmodiant des prières, comme ça. Et puis elle passait un peu parmi les gens en priant, en murmurant ses prières, les yeux carrément presque fermés comme ça. Et elle instaurait un sentiment vraiment très de piété religieuse un peu à tout le monde. Et puis, au bout d'un moment, elle priait, elle avait fait le tour de l'église, elle s'avançait à l'autel. C'était un peu bizarre parce que les gens ne la connaissaient pas, mais c'était pas comme si une fois elle arrivait en hurlant. Non, non, là, elle était quand même dans l'esprit un peu église, tu vois. Et donc, elle faisait son truc devant l'autel, puis elle sortait toujours en psalmodiant ses petites prières. À ce moment-là, en général, on annonçait la quête, hein, parce qu'ils aiment bien faire ça dans les églises. Et à ce moment-là, les gens ouvraient leurs sacs et se rendaient compte que les sacs étaient vides. Pourquoi? Eh bien parce que notre pickpocketeuse géniale, pareil, n'était pas si âgée qu'elle en avait l'air, c'était un maquillage, c'était une jeune fille. Son père était un sculpteur sur bois qui vivait un peu reclus dans la montagne. Et quand on lui demandait mais tu fais quoi? On te voit souvent sculpter et on voit aucune pièce. Il a dit non, non, moi je crée que pour ma fille. Sans jamais en dire plus. Eh bien en fait, il avait sculpté pour sa fille une paire de faux bras extrêmement bien sculptés. De faux bras qu'elle posait, qu'elle chaussait sur son cou. Et elle avait ainsi les mains libres pour, au calme, sous ses voilures et ses robes, ouvrir tranquillement les sacs, fouiller dedans et tout, les bras comme ça, avec ses faux bras comme ceci. Et l'illusion était tellement parfaite que personne n'y voyait rien. Les bras m'en tombent. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des quelques cas assez exceptionnels qu'on peut voir en pickpocketisme. Je vous ai parlé d'une espèce d'organisation en tout début de vidéo, je vous ai dit qu'on y reviendrait à la fin, bah c'est là, c'est la fin. En fait, il paraîtrait que les grands pickpockets comme ça s'organisent sous forme de congrégation internationale et qu'on puisse leur faire des virements sur un compte en Suisse pour être dans leur base de données et être protégés en cas de pickpocketisme. C'est-à-dire que si les grands pickpockets qui sont tous rattachés à ce club privé venaient à vous voler, si votre identité est enregistrée dans leur truc, tout vous est rendu. C'est une garantie un peu bizarre, mais... Ça doit coûter cher. Ouais. Et bien voilà, c'est la fin de ce petit épisode sur le pickpocketisme. Il y a une autre vidéo qui a été postée il y a peu de temps, qui est juste un tout petit montage vite fait de plusieurs sessions pickpocketisme qu'on a pu faire et qui ont été captées par Low. Et on vous fera sûrement d'autres épisodes parce que on n'a pas fini. On en a encore plein à voir sur le pickpocketisme, sur les charlatans, sur les cabinets de curiosité aussi, vous inquiétez pas, ça va revenir. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, regardez les autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne, tout ça. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, même si je l'ai déjà dit. Bisous!